Bon, bonjour à tous. Il est 18 h, mais je pense qu'on va attendre peut-être au moins 5 petites minutes, parce que je pense qu'il y a pas mal de retardataires. Tom, du coup, là, on est combien? 43. Ok. Évidemment, s'il y en a qui m'entendent pas, que ce soit moi ou Mathias, n'hésitez pas avec le chat à nous en faire part. Donc là, les gens qui sont présents, donc vous avez Olivier, moi-même, Mathias et Thomas, qui est notre grand responsable technique. C'est la personne grâce à qui, normalement, il n'y aura pas le moindre bug informatique. Donc voilà, j'ouvre grand le parapluie, comme ça, s'il y a un truc qui foire, ce sera de sa faute. Alors, il y a quelqu'un qui dit qu'il devra partir dans 45 minutes. Alors, rassurez-vous, je le redirai tout à l'heure, mais le doc Compass va être envoyé à tout le monde, tous les inscrits. Il sera en plus en ligne sur nos sites et sur nos chaînes YouTube respectives. Et également, si vous avez des questions que vous n'avez pas le temps de poser, là, comme la personne qui doit partir dans 45 minutes, n'hésitez pas à les mettre quand même sur le chat. Nous, on a un historique du chat, comme ça, on vous répondra par mail. Ça roule? Voilà. Alors, normalement, je vous dis, on est assez nombreux. Il y avait 200 inscrits. Là, je pense que vous êtes une soixantaine à être arrivés. Donc, si ça vous va, et notamment pour ceux qui sont un peu pressés, on attend encore 2-3 minutes et à 18h05, on démarre, quoi. Mathias, ça te convient? Faut que je parte dans 45 minutes aussi, donc. Ah ben voilà, parfait. Et la Ligue des Champions ce soir commence qu'à 21h. Donc ça va, on a tous un peu de marge. C'est demain qu'on joue avec Club Bruges. Ah oui, bah nous on a des clubs français engagés ce soir. Bon, go. Mathias, on y va? Bon, eh bien écoutez, bonjour ou rebonjour à tous. Merci beaucoup de nous faire confiance, si je puis dire, en prenant un petit peu de temps en fin de journée comme ça pour écouter ce qu'on va vous proposer. Ce webinaire, il fait écho à un autre webinaire qu'on avait mis en place avec Mathias aussi il y a un peu plus d'un an, me semble-t-il, qui était davantage destiné vraiment aux brasseries en création. Et là, on s'adresse à des brasseries qui sont un petit peu plus avancées, disons, dans leur développement. Donc, évidemment, on ne vous connaît pas tous. Peut-être qu'il y en a qui n'ont que quelques mois d'existence et des projets de développement, du coup, qui sont à la mesure de leur ancienneté. Peut-être qu'il y a des brasseries beaucoup plus anciennes. Donc, pardonnez-nous, l'exercice nous impose de faire des choses très généralistes. C'est difficile, ce sera bien sûr difficile de répondre aux problématiques de chacun. Donc, je pense qu'il faut prendre ça plus comme une inspiration qu'autre chose. Et puis, évidemment, si vous voulez ensuite prendre contact avec Mathias ou moi, vous aurez toutes nos coordonnées. Juste un petit mot pour finir ce préambule sur les règles un petit peu, si je puis dire, de 7 heures, voire 1 h 30 qu'on va passer ensemble. Vous pouvez poser toutes les questions qui vous passent par la tête, si possible, qui reste dans le monde de la bière. Après, si vous avez des questions plus générales sur la vie, vous pouvez aussi nous les poser, on essaiera d'y répondre, mais on sera peut-être moins compétent. Comme je disais tout à l'heure, on vous enverra notre présentation. La présentation sera en ligne, donc vous pourrez la retrouver, même ceux qui ont des impératifs horaires. Et je le répète, ceux qui ont des questions, mettez-les sur le chat, on les traitera à la fin de la présentation. Là aussi, peut-être qu'on ne pourra pas toutes les traiter, on va essayer de finir
à 19h30 max peut-être. Mais on a un historique des questions, donc celles qu'on n'aurait pas pu traiter, Mathias et moi, on vous y répondra par mail demain ou en tout cas dans le courant de la semaine. Donc pour commencer, on va se présenter rapidement. Moi, je suis Olivier, je suis l'un des cofondateurs de l'Échappée Bière et on a ouvert une branche conseil depuis 3 ou 4 ans qui s'appelle EB Conseil. Donc c'est du conseil en stratégie, en com, en marketing, uniquement pour les brasseurs et les acteurs du monde brassicole. Donc, on a essentiellement 5 métiers qui sont un métier d'aide à l'écriture stratégique des projets de création ou de développement. Un métier qui est l'image, donc là, c'est vous aider à développer votre image de marque. Une partie coaching, alors moi, j'aime pas du tout ce mot, mais on n'en a pas trouvé d'autres, je suis désolé. Mais c'est vrai que parfois, il y a des projets de brasserie qui sont assez lourds et que certaines personnes qui, en plus, sont pas du métier, mènent tout seuls. Donc, ils sont un petit peu perdus, donc on se propose de les accompagner. Un côté mise en tourisme, développement de brewpub, développement de tap. Mathias, je te laisse évidemment te présenter. Merci Olivier, bonsoir à tous aussi de mon côté. Moi, je suis Mathias et je suis le responsable commercial pour la société Co&Co. Ben voilà, qui sommes-nous avec ou la société Co&Co? Nous sommes un constructeur de microbrasserie, donc d'équipements brassicoles. On existe depuis plus que 20 ans et on est basé à Bruges, donc la Venise du Nord. Notre force, c'est vraiment ben voilà, proposer à des brasseurs des solutions clés en main, c'est-à-dire du moulin à malt jusqu'aux des lignes d'embouteillage. Mais donc, ça pour les microbrasseries et les brewpubs. On fait ça pour des brasseries d'une taille de 25 hectolitres par brassin. Donc, ça peut être bien plusieurs brassins journée. Dans nos installations, mais on se limite à 25 hectos. Il faut tirer la ligne quelque part. Donc, on veut vraiment être spécialiste pour des petits microbrasseries, pour les microbrasseries. Donc, pour ça. Donc, comme je vous ai dit, des projets clés en main, ça veut aussi dire donc de l'ingénierie jusqu'à l'installation, la formation sur les machines et les services après-vente. Donc, on a une équipe d'une vingtaine de personnes. On recherche activement encore 3 ou 4 personnes. Donc, si vous connaissez des gens qui sont intéressés à nous rejoindre, n'hésitez pas à nous faire un message aussi. Depuis une semaine, on a une partenariat officiel avec Kronos, qui est une des plus grands constructeurs ben voilà, d'équipements brassicoles, surtout des lignes d'embouteillage au niveau mondial. Mais ils ont également une partie avec Steinecker où ils produisent des grands salles à brasser. Donc, c'est plutôt pour le grand industrie. Mais ensemble, avec eux, on est maintenant capable d'encore mieux servir tout le monde. Donc, aussi, si vous voulez savoir plus de ça, n'hésitez pas à nous faire un message. Et donc, voilà, aussi pour les lignes de conditionnement, comme je vous ai dit, on est aussi agent pour la société italienne Cimeccareddu, donc nous faisons également la vente, l'installation et les services d'après-vente pour des embouteilleuses, encanetteuses et des lignes enfûteuses. Voilà. Merci Mathias. Alors, on a avec Mathias, on a monté cette intervention en 2 temps. D'abord, il y a un premier temps, c'est pourquoi et comment développer sa brasserie. Pourquoi, on va le voir, c'est peut-être, de mon point de vue, une des questions les plus fondamentales. Et ensuite, comment préparer le développement en amont, puisque là aussi, c'est extrêmement important. Et ensuite, à l'inverse, comment développer et accompagner ce développement en aval. Et la deuxième partie, ce sera toute une série de pistes de développement. Donc, la plus évidente peut-être, qui est la croissance de la production. Évidemment, Mathias prendra la parole pour présenter du matériel. L'accueil de public, qu'on a appelé simple, ça peut être une simple taproom, à l'inverse du troisième point, qui est un accueil de public qu'on a appelé complexe, avec peut-être de la restauration, une activité événementielle, un bar permanent, donc quelque chose de plus lourd. Quatrième piste, l'ouverture d'un bar ou d'un brewpub au nom de sa marque. Cinquième piste, le développement de nouvelles gammes de produits, de bières. Sixième piste, la conception cette fois de nouveaux produits. Et enfin, la croissance externe. Alors, premier point, pourquoi développer sa brasserie?
Alors moi, c'est quelque chose que je promeus à chaque fois qu'on a des clients qui nous sollicitent pour des projets de développement, c'est de se dire, un projet de développement, il n'a d'intérêt que s'il est réfléchi et que si on sait pourquoi on le fait. Euh, Parfois, on entend un petit peu cette expression, mais qui est très juste, de se dire, des gens qui disent, moi, je ne suis pas dans la course à l'hectolitre. Et c'est quand même assez juste. Alors, quand on a une entreprise, une brasserie ou autre, il est assez légitime, on le fait tous, de vouloir aller toujours un petit peu plus loin, un peu plus haut, mais il faut quand même toujours se poser la question pourquoi on le fait. Il y a trois éléments qui sont fondamentaux avant d'imaginer un projet de développement de notre point de vue. C'est d'abord, il faut que ça coïncide avec vos envies, et notamment vos envies personnelles. Demain, passer de 500 hectos à 5000 hectos, bah, peut-être que vous allez y perdre vos week-ends, peut-être que vous allez y perdre vos soirées, et peut-être qu'à ce moment-là, vous vous en mordrez les doigts. Donc, il vaut mieux y réfléchir avant. Il faut que ça colle avec vos valeurs. Et pour le coup, je sais que c'est pas un vain mot dans notre métier. Beaucoup de brasseurs, quand même, ont des valeurs assez fortes. Donc là aussi, si c'est pour se développer et partir dans des directions dans lesquelles on ne se retrouve pas quelques années plus tard, c'est très dommage. Et il faut que ça colle avec votre ambition. Si vous avez une ambition toute simple qui est d'avoir une petite brasserie locale qui tourne bien, est-ce que c'est nécessaire d'acheter une brasserie, une salle à brasserie de 50 hectos? J'en suis pas certain. Donc vraiment, il y a une vraie réflexion qui doit précéder ce développement. Et un petit conseil, ça peut être par exemple d'organiser un séminaire en interne avec vos salariés si vous en avez, avec vos associés si vous en avez, avec vous-même si vous êtes tout seul, pour réfléchir un peu profondément à l'identité de votre brasserie et à l'ambition que vous voulez lui donner. Et il y a des petits exercices tout bêtes. Alors, ça peut sembler extrêmement simple, mais en réalité, c'est hyper dur. Une fois que vous avez réfléchi à ça, prenez une feuille blanche et essayez d'écrire en une phrase courte le résumé de cette ambition et de ce projet. Essayez de rendre cette phrase en même temps précise et objectivée. Et je peux vous assurer que c'est hyper dur. Et je pense que tant que vous n'aurez pas réussi à l'écrire, bah, c'est que votre ambition, elle n'est pas très claire. Donc, le projet de développement, il risque lui aussi de ne pas être très clair. Et du coup, il y a un risque de se perdre. Voilà. Ça peut sembler des réflexions un peu pseudo-philosophiques, mais je peux vous garantir que pour accompagner, nous, de plus en plus de brasseries, c'est véritablement fondamental. Il y a quelques années, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Créer et développer sa microbrasserie. J'avais dû appeler une vingtaine de brasseurs pour avoir des retours d'expérience, et la plupart d'entre eux m'avaient dit on a un peu zappé cette étape-là et on s'en mord les doigts aujourd'hui. Alors, justement, préparer un projet de développement en amont, ça passe par plusieurs choses. La première chose, c'est de notre point de vue de réaliser un audit de l'existant. C'est-à-dire tout simplement, un audit, ça fait là aussi grand mot de cabinet de conseil, mais ça veut simplement dire regarder un petit peu dans ses entrailles et voir ce qui marche pas, ce qui pourrait mieux marcher, ce qu'il faut peut-être abandonner. Alors là, on vous a fait un tout petit tableau tout bête, mais qui peut peut-être vous aider. Vous faites un topo sur votre niveau de prod, sur la capacité à accueillir du public, votre image de marque, etc. Et vous définissez la situation actuelle. Dans quelle mesure est-ce que vous êtes satisfait sur chacun de ces critères, et puis peut-être vos envies pour l'avenir. Et peut-être que c'est ce petit travail d'introspection qui peut aussi présider à un projet de développement, parce qu'on le verra tout à l'heure dans toutes les pistes que j'ai évoquées en préambule. Aujourd'hui, se développer dans la bière, on peut le faire de mille et une manières différentes. Le deuxième point, c'est évidemment de suivre et d'analyser le marché. Alors déjà, si par exemple vous voulez créer je sais pas, votre projet de développement, c'est de créer un brewpub en plus de votre brasserie pour développer votre image de marque, pour faire de la vente en direct, et bien peut-être faire une petite étude de marché à l'échelle nationale, le faire aussi à l'échelle locale. Et pourquoi pas regarder aussi toutes les pistes inexplorées qui vous semblent peut-être pas pertinentes. Et si ça se trouve, il y en a une dans le tas, vous vous direz, mais en fait, là, celle-là, elle est peut-être bien parce qu'il n'y a personne pour l'instant sur ce créneau-là. Donc, j'ai intérêt à y aller. Donc, ce n'est pas nécessaire de faire appel à un cabinet qui va vous demander 20 000 € pour faire une étude de marché formidable. C'est juste passer un peu de temps, flairer peut-être ce qui se passe en ligne, et ça donne déjà pas mal d'infos. Ensuite, évidemment, il faut écrire une feuille de route avec des objectifs concrets et réalisables. Alors, évidemment, les objectifs concrets, ça peut être en termes de chiffre d'affaires, ça peut être en hectolitres, ça peut être en
en staff que vous voulez avoir, mais de mon point de vue, et je reviens du coup sur ce que je disais en préambule, ces objectifs, ils peuvent être aussi en temps de travail. Là aussi, moi, j'accompagne beaucoup de jeunes brasseurs qui travaillent 80 heures semaine. Bah, peut-être qu'un projet de développement pour eux, l'objectif, ça doit être passer de 80 heures semaine travaillées à quelque chose d'un petit peu plus normal, si je puis dire, et descendre à 50 ou 60 heures max de travail. Ça peut être de l'équilibre vie pro, vie perso. Ça peut être du temps de vacances. Alors, vous allez dire que je fais tout pour que vous travailliez moins. Mais de mon point de vue, un projet de développement, c'est d'abord quand même la personne qui le porte qui doit s'en trouver bien. Parce que si la personne qui le porte n'est pas bien, peu importe que l'entreprise se porte bien, il y a un décalage qui, de mon point de vue, n'est pas très sain. Ensuite, évidemment, ça se planifie. Alors, il n'y a rien de pire qu'un projet de développement qui n'est pas planifié. Hein, parce que dans votre to-do list, ça arrivera toujours en fin de liste par rapport à une commande d'un client qui sera toujours prioritaire. Donc, en fait, votre projet de développement, il sera là pour faire beau. Mais si vous vous dites pas, là, on est en septembre 2022, je veux qu'en décembre 2022, les choses soient lancées, je crains que ça voit jamais le jour. Et puis, bien sûr, il faut le budgéter. Il faut voir si tout ça est réalisable avec vos fonds propres, avec de l'emprunt bancaire, avec de la levée de fonds. Et il y a un petit premier point de vigilance ici, c'est de ne pas mettre l'activité actuelle en péril. Pour ce faire, par exemple, on peut créer une nouvelle structure juridique. Beaucoup de brasseries le font, ou ça peut être la création d'un holding, par exemple, qui permet de dissocier tout ça. Et si d'aventure, le projet de développement ne fonctionne pas, il n'entraîne pas dans sa chute ce que vous avez déjà construit. Et cette feuille de route, c'est le point suivant. Et nous, c'est un élément très important qu'on travaille quand on accompagne des brasseries. De mon point de vue, il faut qu'elle fasse coller 3 éléments. Votre vie et vos envies personnelles, la cohérence d'un point de vue marché, c'est-à-dire est-ce que vos produits sont cohérents par rapport à la concurrence, est-ce que votre positionnement est concurrent dans le marché actuel. Et le troisième point, évidemment, c'est la viabilité économique et financière de tout ça. Est-ce que j'ai les moyens de mes ambitions? Est-ce que c'est rentable? Et pour moi, un projet de création de brasserie ou de développement, il ne fonctionne que si ces 3 éléments-là matchent, tous les 3. On vient de parler de tout ce qu'il faut faire avant pour bien réfléchir à un projet de développement. Maintenant, on va voir, une fois que c'est lancé, toutes les conséquences que ça entraîne. Premier élément, un projet de développement, c'est multiforme. Si par exemple vous choisissez de produire plus, mais c'est très bien, mais par contre, il va falloir accompagner ça d'un développement de votre image de marque. Parce qu'il faudra communiquer plus, il faudra avoir une image plus forte parce que aussi, pour bagarrer dans une cour un peu plus grande, il faudra être bien armé. C'est aussi du développement de staff. Là aussi, pour produire plus, il faut des bras. Mais avoir du staff en plus, ça veut dire devenir un manager. Donc, ça veut dire aussi se poser la question en amont, est-ce que j'ai envie de ça? Et évidemment, troisième point, développement commercial. Là aussi, pour vendre plus, c'est très bien de produire, mais pour vendre plus, il faut une politique commerciale, il faut peut-être un agent commercial. Donc là aussi, c'est du management, c'est des gens à payer en plus. Et il y a un élément de mon point de vue qui est presque le plus important des trois peut-être, c'est la notion d'image. Monter un projet de développement, et une fois que tout est sur les rails et qu'on doit donc faire plus fort et plus vite et mieux, et seulement à ce moment-là se dire tiens, je vais maintenant développer mon image de marque, vous allez nécessairement prendre 6 mois dans la figure, le temps de développer cette partie com. Donc pour moi, c'est quelque chose qui doit être fait en avant. Et moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que c'est la force des marques dans un projet de développement. Alors, on a mis 3 logos. Vous devez vous dire, mais il s'est complètement planté. Pas du tout. On a mis le logo d'Apple. Pourquoi? Parce que, alors évidemment, c'est des grands noms que je vous ai mis. Mais Apple, aujourd'hui, c'est des gens qui ont réussi à créer une marque tellement forte qu'aujourd'hui, Apple, il pourrait créer des salons de jardin, il pourrait devenir agent immobilier ou créer des voitures. Ils les vendraient parce que les gens, ils n'iraient pas chercher chez eux les salons de jardin ou les meilleures voitures de la Terre, ils iraient acheter la marque Apple. Le deuxième exemple, c'est La Poste. La Poste, de par son statut d'entreprise un peu plus ou moins public, alors je sais qu'il y a des Belges qui nous écoutent, je ne sais pas si c'est la même chose chez vous, La Poste, c'est une entreprise qui a développé un gros capital confiance avec les gens.
Bah, du coup, la Poste, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé en France, en tout cas, ils ont créé une banque qui s'appelle la Banque Postale. Et là encore, on ne se dit pas en allant à la Banque Postale, on ne se dit pas, mais c'est les meilleurs banquiers de la Terre. On y va parce qu'on se dit, la Poste, j'ai confiance dans ces gens-là. Et Brewdog, évidemment, quand même, parlons un petit peu de bière. C'est pareil, Brewdog, vous devez tous savoir qu'aujourd'hui, ils font plus que de la bière. Ils ont des hôtels, par exemple. Quand on choisit de voyager et de descendre dans un hôtel Brewdog, c'est sûrement pas parce que chez Brewdog, il y a les meilleurs matelas. C'est juste parce qu'on achète la marque Brewdog, on achète du fun, on achète un truc un peu rigolo, quoi. Donc voilà, donc évidemment, tout ça est à remettre à la taille. Je pense qu'il y a peu de brasseries qui nous écoutent qui sont de la taille de la Poste ou de Apple. Il faut remettre ça chacun dans à votre proportion. Mais je pense que c'est un élément véritablement important. Et toutes ces modifications, elles existent quel que soit le projet de développement que vous allez développer. Si, par exemple, c'est produire plus, ce sera un développement commercial. Si c'est créer un espace d'accueil, on va le voir, c'est une des pistes, eh ben, ce sera s'adapter à des horaires décalés. Ça va être recruter du staff. En gros, ça va être changer de métier. Ça va être devenir brasseur et acteur du CHR ou de l'ORECA pour les Belges. J'essaie de m'adapter. Et tout ce développement, il nécessite aussi de la com interne, parce qu'il faut faire adhérer une équipe. Donc, par exemple, faire adhérer votre équipe à toutes les réflexions, ça peut être intéressant, ou faire un séminaire de com interne. Et évidemment, ça nécessite une réflexion sur le financement. Voilà. J'en ai fini avec cette première partie qui est tout sauf concrète, mais ça ne l'empêche pas, de mon point de vue, d'être hyper importante pour éviter de partir à l'aventure un peu la fleur au fusil. Parce qu'un projet de développement dans la bière, vous le savez, on parle rarement de sommes à 5 ou 10 000 euros, quoi. Si vous voulez monter un brewpub, si vous voulez faire x5 sur votre production, ça engage quand même des sommes avec souvent au moins 5 zéros derrière. Donc, autant bien le préparer. Donc, maintenant, on va voir les pistes de développement auxquelles on a pensé. La première, évidemment, qui est sans doute la plus évidente, c'est tout simplement accroître sa production. C'est très bien parce que ça permet d'ouvrir des nouveaux circuits de distribution, ça permet peut-être de rentrer dans de la grande distrie avec les volumes suffisants, ça permet avec du bon matériel peut-être aussi de stabiliser la qualité de ses produits, ça permet d'augmenter le chiffre d'affaires, d'augmenter sa marque et sa renommée. Mais il y a aussi pas mal de points de vigilance. Il faut du matériel, il faut le payer, il faut souvent un nouveau local, il faut du staff et il faut identifier des circuits de distribution. Et il y a évidemment un élément qui est absolument fondamental quand on veut grandir d'un point de vue production, c'est le matériel. Vous l'aurez compris, je fais une passe millimétrée dans la profondeur à Mathias qui va vous parler un petit peu du matériel, du sujet matériel. Ok, merci Olivier. Donc, bonjour à tout le monde. Tout d'abord, il faut savoir qu'il n'y a pas une formule magique qui s'applique à toutes les brasseries. Donc, je ne vais pas vous... J'espère que je serai capable de vous inspirer un peu en vous montrant quelques cas pratiques. Mais comme dit, il faut savoir qu'il n'y a pas une solution qui soit la même pour tout le monde. Une brasserie d'une capacité de 200 hectolitres par an aura d'autres défis qu'une brasserie avec une capacité de 2000 hectolitres par an. Mais quand même, je vais partager avec vous 3 cas pratiques de comment vous pouvez augmenter votre volume de production. J'ai contacté beaucoup de brasseries ou en parlant avec beaucoup de brasseries de ce webinaire. Les 3 choses qui sont revenues le plus, c'est donc passer pour des petites brasseries, de passer de la fermentation en bouteille en ISO, avoir de la capacité supplémentaire sans devoir construire toute une nouvelle brasserie ou toute une nouvelle lieu de production et un séparateur. Et ces 3 sujets, ces 3 cas, on va aborder maintenant. On voit que la majorité des brasseurs qui continuent de se développer et de se professionnaliser passent en ISO. Je vais parler des avantages et j'ai aussi quelques remarques là-dessus.
Une première avantage de passer en ISO, c'est que nous pouvons jeter la chambre chaude car les bières sont prêtes à conditionner directement après la garde. Ça nous permet de vendre nos bières environ 2 semaines plus vite, donc voilà, c'est clair que ça peut augmenter le volume, quoi, ou la vente. Nous pouvons aussi utiliser l'espace de la chambre chaude pour d'autres choses, comme des cuves, installer des cuves supplémentaires, des cuves de fermentation. Et nous sommes aussi, pour moi, un peu plus flexibles car les cuves sous pression, les cuves ISO, peuvent aussi travailler en atmosphérique. Donc, à l'inverse, ça ne fonctionne pas. Donc, les cuves en atmo ne peuvent pas travailler en ISO, mais les ISO peuvent faire les deux. Et aussi, quelque chose que j'ai entendu beaucoup, c'est qu'il y a moins de risques d'infection en devant faire moins de transferts avant le conditionnement. Quelques remarques, c'est que c'est clair que pour certains styles de bière, la fermentation sous pression n'est pas toujours appropriée ou c'est pas toujours l'idéal. Par exemple, les bières qui sont avec un vieillissement en fût. Mais pour des autres, comme des IPA, ça peut être mieux parce qu'on n'a pas la charge thermique sur la bière qui donne quand même des meilleurs résultats sur la bière. L'investissement initial pour l'équipement en ISO est un peu plus élevé, mais pour moi, en raison des nombreux avantages, ça vaut vraiment la peine d'être considéré. Voilà, ça c'est pas trop compliqué, mais de quel équipement avons-nous besoin pour pouvoir travailler en ISO? Voilà, il faut une cuve ISO, ou ça serait bien des cuves, des unitanks, donc les cuves dans lesquelles nous faisons et bien la fermentation principale et la garde, ou bien si vous dites bah non, j'ai déjà tous mes fermenteurs en atmosphérique. Il suffit peut-être de rajouter une BBT, une Bright Beer Tank, ou donc une cuve de bière Feli avant le conditionnement. Vous avez besoin du CO2 et le CO2, vous avez deux solutions. Si vous travaillez en ISO, vous pouvez travailler avec du spunding, c'est donc capter le gaz naturel dans votre bière. Donc à la fin pendant la fermentation, vous serrez votre cuve et tout le CO2 qui veut échapper de votre bière, on va le retirer dans la bière. Ou bien la carbonatation forcée qu'on fait, donc on va fermenter en atmosphérique, on va faire la garde ensuite, et après on fait une carbonatation forcée ou bien avec une tige ou une bougie de saturation, ou bien une autre solution que je veux bien vous montrer après. Et également, voilà, donc si vous travaillez en ISO, c'est clair que vous avez besoin de l'équipement de conditionnement en ISO. Et donc, pour les fûts, ça peut se faire avec une simple tête de remplissage que vous branchez au fermenteur et ça coûte pas beaucoup de l'argent. On parle peut-être de même pas 1000 euros. Pour les bouteilles, donc une embouteilleuse en isobarométrique, ça peut être d'une solution manuelle jusqu'à une solution tout automatique. Et bien sûr aussi pour les canettes qui deviennent de plus en plus intéressant en ce moment. Je voudrais vous montrer un cas pratique de la façon dont certains de nos clients travaillent pour la carbonatation forcée de leur bière. Avec seulement un cuve sous pression, dans ce cas-là une BBT, vous pouvez carbonater de la bière en très peu de temps selon le volume de bière à saturer, ou ça peut se faire en moins d'1 heure. Donc, on a les doubles sorties en bas de la cuve. On a un tuyau flexible, une petite tige de saturation et on branche le CO2 là-dessus, on fait circuler et comme ça, on peut saturer la bière. C'est pas le plus contrôlé, il existe aussi vraiment des unités de carbonatation en ligne, mais quand même, ça peut être une solution pour des petites brasseries qui veulent quand même passer en ISO et pas changer tout le matériel à une fois. Donc, K2, c'est la capacité supplémentaire à un autre endroit.
Donc, certaines brasseries ou des brewpubs sont installés dans un lieu unique en centre-ville. Avec leur brasserie, logistiquement, ça peut être un vrai défi. Souvent, il n'y a pas assez d'espace pour installer également le matériel de conditionnement à cet endroit ou pour installer des cuves supplémentaires parce qu'on n'a pas de la place. Donc, une solution peut être de faire brasser les bières en externe ou en façon. Mais parfois, on a des clients qui ne veulent pas travailler comme ça et il faut alors trouver une solution créative. Laissez-moi vous montrer comment la brasserie C à Liège a résolu ce problème ensemble avec nous. Donc, la brasserie C a loué un grand entrepôt où ils stockent toutes leurs matières premières et leurs produits finis. C'était hors de la centre-ville de Liège, à 15 minutes en voiture. Donc, après un moment que le brewpub de 500 litres est installé, ils ont également rajouté ou acheté 3 cuves de fermentation de 2000 litres. Ils ont l'installé à cette local à l'extérieur. Et ensemble avec nous, en même temps, nous avons fabriqué une remorque avec une cuve de transport dessus. Donc, en plus de pouvoir augmenter leur production, c'était aussi une belle publicité pour la brasserie. Et je vais aussi vous montrer une petite vidéo assez sympa là-dessus. Pour ceux qui ne connaissent pas la brasserie C ou la brasserie de Cursus, aujourd'hui, donc, ils ont commencé tout petites avec une brasserie 500 litres en centre-ville. Après, ils ont rajouté ces cuves pour les grands volumes. Ils ont quand même fait brasser à façon. Et aujourd'hui, ils ont acheté encore je crois, c'est 50 hectos. Ils font, je sais pas, je pense que c'est autour de 10 000 hectos l'année. Mais donc, la fermentation principale se faisait à Liège, en centre-ville. Et après, on a rempli la cuve transport et on a transporté le tout vers Bierset, donc à côté de Liège, pour finaliser la garde là-bas et faire l'acconditionnement par la suite. Ça ne va pas être une solution pour tout le monde, mais j'espère que ça vous donne quand même une idée de quand vous pensez un peu créatif, que vous pouvez résoudre beaucoup de problèmes. On a fait la même chose pour la Bourgogne de Flandre, en centre-ville de Bruges. On était capable de proposer une telle solution en installant des cuves de service dans un camion. Ils peuvent eux aussi transporter rapidement leur bière dans un autre endroit pour faire de la place pour des nouvelles brassins. Pour vous donner une idée, donc eux, ils ont une salle de brassage de 1000 litres, donc de 10 hectolitres. Ils ont 2 fermenteurs ouverts de 2000 litres et 4 unitanks, donc 4 cuves de fermentation en garde, de 2000 litres. Et eux, ils brassent 200 fois par an, donc ils font autour de 2000 hectolitres l'année dans ce petit endroit-là. Une troisième et dernier exemple que nous voyons souvent lors de la croissance d'une brasserie est l'installation d'une centrifugeuse. Une centrifugeuse peut être utilisée à différentes étapes du processus de production. Je ne vais pas détailler tout ça, mais je vais vous montrer comment on peut augmenter notre capacité de production grâce à une centrifugeuse. C'est pendant l'étape de clarification de bière jaune, donc bière verte, où nous pouvons gagner le plus, où nous pouvons gagner le plus, quoi. Nous pouvons réduire le temps de maturation, donc de la garde. Nous pouvons gagner quand même 1 semaine par fermenteur. Donc, si vous avez plusieurs fermenteurs, ça peut vous faire gagner quand même quelques hectolitres de bière par année et le rendement sera plus élevé
Donc, ceci en récupérant la bière des fonds des cuves. Les avantages du séparateur, hein, ils sont clairs. Elle est très multifonctionnelle, donc on peut l'utiliser dans plusieurs étapes de processus de production. Nous aurons un rendement de bière plus élevé, autour de 10% en général. Et la qualité de la bière va améliorer aussi. Donc, on aura une qualité plus stable. Quelques mots de mes clients qui disent, ben voilà, notre séparateur fait passer nos bières au niveau supérieur et vous pouvez vraiment goûter que nos bières sont plus qualitatives et plus professionnelles qu'avant. J'ai quand même demandé à notre fournisseur ou à notre partenaire de nous faire un petit exemple. Donc, pour un investissement, ça date déjà de quelques temps, ces calculs. Donc, les prix, ça peut varier un peu. Mais donc, l'investissement était ben voilà, autour de 50 000 euros pour un volume de production annuel de 2000 hectolitres l'année, un prix de vente de bière à 3 euros par litre et donc avec le rendement plus élevé, donc pour par exemple l'IPA, hein, l'IPA qui est bien chargé en houblon, c'était autour de 10% de rendement en plus ou de bière en plus qu'on pourrait extraire ou vendre, quoi. Et 7% de capacité en plus avec des autres bières, comme une bière Pils par exemple. En résultat, ça donne quoi? Donc, vous pouvez, avec ces chiffres-là, vendre par an 170 ou 170, désolé pour le français, hectolitres de bière en plus en un an, à 300 euros par hectolitre. Cela donne donc 51 euros de chiffre d'affaires en plus. Dans ce calcul, ça donnerait un retour sur l'investissement d'environ 1 an. Ça peut être un peu exagéré parce qu'il y a encore des autres facteurs avec lesquels on doit tenir compte. Mais même si c'est un retour sur l'investissement de 2 ans, cela vaut toujours la peine d'examiner ça. Voilà. Merci Mathias pour ces éléments très intéressants. C'est sûr que tu as évoqué un mot que moi je n'avais pas prononcé mais qui est indispensable, c'est le retour sur investissement. Quand un projet de développement, il faut toujours se dire aussi en investissant il faut que ça me rapporte au moins 1,1 quoi, à un moment. Et c'est vrai que c'est la difficulté, c'est l'argent qu'on dépense, on le voit tout de suite et il est immédiat. Tandis que le retour sur investissement, il est toujours soumis à certaines incertitudes et puis il arrive parfois qu'à 6 mois, 1 an. Mais c'était très intéressant, je trouve, le point que tu viens de soulever avec ce matériel qui permet d'augmenter les rendements. De la même manière que ce que j'évoquais tout à l'heure, un plan de com, un plan de développement d'image, ça coûte un peu d'argent à l'instant T, mais le but, c'est que ça en rapporte à un moment. Ça, c'était donc pour la première piste de développement qui était d'augmenter sa capacité. Il y a une deuxième piste de développement qu'on a divisée en deux, mais qui est un petit peu le même esprit. C'est quelque chose qui est de plus en plus à la mode et c'est très bien que ça soit à la mode, c'est l'accueil de public dans les brasseries. On peut accueillir. L'avantage de ça, c'est qu'on accroît les marges. Je ne vous apprends rien en vous disant qu'une bière vendue directement à la brasserie sans intermédiaire, les marges explosent et on gagne très bien sa vie avec ça. Il y a un deuxième élément qui est un petit peu moins tangible, mais c'est le contact direct avec les clients. On renforce, on fait du lien avec les clients, ça devient aussi nos premiers ambassadeurs, donc c'est extrêmement intéressant. Il y a aussi quelques points de vigilance, hein, il faut recruter du personnel. Surtout si vous travaillez derrière un comptoir, servir des gens, peut-être faire des horaires décalés, c'est quelque chose qui ne vous branche pas, ben, il faut se dire ok, mais il faut que j'embauche un gars pour qu'il soit à la taproom le vendredi soir, peut-être le samedi, et ça coûte aussi de l'argent, donc c'est à mettre dans le business plan, le recrutement peut-être d'une personne à mi-temps, donc c'est à réfléchir. Et le deuxième point, c'est l'accueil de public de manière, on va dire, plus complexe, avec peut-être de la restauration, des événements, un bar permanent.
Donc, on retrouve peu ou prou les mêmes forces et les mêmes points de vigilance. C'est bien sûr un accroissement des marges, du chiffre d'affaires, et là aussi ce côté contact client avec en plus une notion d'image et les points de vigilance qui sont les mêmes, mais qui sont un petit peu plus importants encore. C'est sûrement recruter encore plus de personnel. C'est évaluer ses compétences en management, pourquoi pas se former. C'est peut-être aussi créer une nouvelle structure. Ça, c'est un sujet qui revient souvent, nous, avec les brasseries qu'on accompagne. En gros, j'aimerais bien faire un peu de restauration, mais j'ai jamais fait. C'est pas mon métier. Donc, comment je fais? Il y a des solutions, par exemple, qui sont de s'associer avec un restaurateur. Ça permet de partager le risque. Ça permet d'avoir un restaurateur dont c'est le métier qui va gérer ça de la meilleure des manières, alors que vous, si vous le faites un petit peu à la va comme je te pousse, il n'est pas impossible que le service soit pas au top. N'oubliez pas qu'il est impossible de faire tous les métiers. Donc, si on veut accueillir des gens chez soi de manière très qualitative, soit on recrute en interne des gens qui savent faire, ou alors on peut aussi s'associer. Pour ce faire, alors attendez, ouais, tac. Le point suivant, évidemment, c'est l'ouverture d'un bar ou d'un brewpub au nom de sa marque. Donc, vous avez votre brasserie et vous vous dites, bah tiens, ce serait sympa que j'ai aussi une petite unité de prod en centre-ville ou un petit bar au nom de la brasserie. Donc, pourquoi pas créer un brewpub là aussi pour faire de la vente directe, pour avoir des débouchés pour mes produits qui soient évidents. Et un brewpub, c'est très sympa, mais là aussi, il y a des notions de matériel, il y a des notions financières qui sont importantes, notamment, et puis des notions aussi d'optimisation de l'espace, puisque qui dit centre-ville dit des mètres carrés chers. Mathias va en parler tout de suite. Il faut s'assurer quand on veut monter un brewpub qu'on fait appel à un prestataire qui sache nous faire quelque chose d'extrêmement compact pour pas perdre du mètre carré. Mathias, je te laisse reprendre la main sur ce sujet-là. Voilà, ça c'est toujours le plus important. On se trouve beaucoup avec des installations ou avec des endroits, des lieux assez spécifiques pour installer un brewpub. Et c'est bien clair que les places assises sont les plus intéressantes, quoi. C'est là où on peut vendre notre bière et donc gagner de l'argent, quoi. Donc voilà, pour le brewpub, je veux quand même, et c'est pas certainement vous dire comment il faut le faire, mais je veux quand même vous parler aussi un peu des tendances, comment on va un peu évoluer le marché, quoi. Nous voyons que beaucoup des grandes brasseries veulent créer leur propre brewpub ces jours-ci. Et c'est pas que en Belgique. En Belgique, on le voit de plus en plus parce qu'en Belgique, on a vraiment une tradition qu'on a beaucoup des grandes brasseries, mais moins des petites brasseries locales. Ça devient de plus en plus. Mais on voit que beaucoup des grandes brasseries, par exemple, comme la brasserie Hugues, hein, qui est bien connue de l'Irem Tremens, que eux, ils commencent à installer des brewpubs partout. Je crois qu'ils ont 4 maintenant ou 5, chacune avec une différente marque qui est dans leur portefeuille, comme la brasserie Averbode, Saint-Idesbald. Et on voit que c'est pas que eux qui le font, mais aussi beaucoup des autres grands brasseries en Belgique et également en France. Ce sont tous des brewpubs, par exemple, de 10 hectolitres, où elles ne produisent que pour la consommation sur place. Mais toutes ces bières sont également brassées à plus grande échelle dans leur grande brasserie. Donc, pour eux, c'est un peu comme une magasin phare pour vraiment. Un showroom, en fait. Ouais, un showroom mais c'est pas qu'un showroom, c'est vraiment pour faire vivre leur marque. Et quand vous avez vu, ah bah, je suis allé boire une bière chez Saint-Idesbald et vous le voyez dans l'autre côté du pays, dans les magasins après, et tu as bien aimé l'ambiance, tu vas l'acheter, quoi, parce que tu as bien aimé. Donc, c'est un peu le showroom, flagship store, on dit en anglais, quoi. Et donc, en plus de l'aspect marketing, hein, parce que c'est pas que du marketing,
parce que c'est bien clair que les marges sont beaucoup plus élevées aussi au brewpub. Ça dépend un peu de où vous êtes implanté, où vous êtes, où vous avez votre brewpub. Mais ouais, on voit chez nous, moi j'habite Gand, centre-ville Gand, on voit des bières à 15 euros, entre 15 et 20 euros par litre, quoi, que ça se vend dans des brewpubs. Donc, voilà. Et pour les brasseries aussi, et c'est ça qui est assez intéressant, c'est aussi un excellent moyen de développer des nouvelles bières où ils peuvent jouer avec des recettes classiques, quoi. Donc, en changeant le levure ou rajouter une petite épice à droite ou à gauche. Ils utilisent vraiment leur brasserie pour ça aussi. Donc, voilà, maintenant, comme j'ai dit, on va vraiment mettre le focus sur les nombres de places assises. Nous essayons toujours de travailler de manière aussi compacte que possible et d'avoir autant de places assises que possible parce que, comme Olivier a dit, le prix de mètre carré, ça peut être ouais, assez lourd parfois. Donc, quelque chose que nous, on toujours fait, c'est toujours aller chercher l'auteur du bâtiment. Donc, vraiment utiliser l'auteur que vous avez. Donc, nous aussi, on ne produit pas. On toujours essaye de partir d'une certaine standard avec nos équipements co-inco. Mais s'il faut qu'on ajuste les dimensions de l'équipement pour les rendre dans une certaine pièce, on va le faire. Et aussi mettre l'équipement pour que nous ayons un agencement le plus logique possible, quoi. J'ai fait peut-être, parce que ça, c'est la brasserie de Saint-Idesbald, de la brasserie Hugues qu'on a fait. Dans cette brewpub, nous avons installé une salle de brassage de 10 hectos avec 4 fermenteurs de 1000 litres, un dosage de malt automatique, un cuve de chaude de 2000 litres, et tout ça sur une surface de 36 mètres carrés. Donc, ça, c'est que pour le côté production. Il n'y a pas on ne parle pas du stock de matières premières et tout ça. Ça, ils font dans une locale à côté. Mais là aussi, par exemple, vous voyez que on a toute la zone avec les places assises à droite et la zone production à gauche. Et on a, par exemple, tout en bas, on a la cuve d'ébullition à droite, la plus proche contre les fermenteurs. On a la cuve de filtration et la sortie ou la porte pour faire sortir les drèches, on a les mis à l'arrière de la machine. Donc, pas en avant de la machine. Et comme ça, ils peuvent sortir directement avec leurs drèches sans devoir passer dans tout le brewpub avec ça. Donc, ce sont toutes des petites choses, mais on vraiment essaye de voilà, optimiser tout ça, que ce soit le plus bel, le plus pratique possible pour tout le monde, quoi. Donc, voilà, ça, c'est la brasserie de nouveau, mais en photo. Et voilà, et ce qu'on voit aussi beaucoup dans des brewpubs, ce sont donc ce qu'on appelle la solution, les solutions de distribution, comme des cuves de service. Ça, c'est sur la gauche. Vous voyez, ça, c'est un système qui est très simple, qui peut être placé au-dessus du bar ou dans la cave et qui fonctionne avec des poches. Je vous montre une petite vidéo après de la fonctionnement de ça. Sur la droite, on a également, et donc la cuve de service, ça fonctionne donc à partir de votre fermenteur, de votre unitank, vous pouvez transporter votre bière dans ce cuve-là et directement avoir la bière qui est prête pour être tirée, quoi. Sur la droite, on a aussi une solution qu'on fait pas mal pour les 3 brasseurs. On fait plusieurs brasseries pour les 3 brasseurs aussi. Et là, ils connectent leur ligne de distribution directement à leur fermenteur. Il est logique que la marge par litre de bière soit encore plus élevée ici, mais aussi que la cuve reste bloquée jusqu'au ce que la soit vide, donc vous perdez en flexibilité. Mais si vous avez une brewpub qui débite bien, ça peut être aussi assez intéressant. Et donc, voilà, ça c'est donc le fonctionnement de la cuve de service. This is John, and this is his bar. John loves beer, fresh beer. He wants to serve it exactly like he tasted it in the brewery.
and he serves it that way. Here comes Richard from the brewery. He uses duo-tank equipment to help John get that perfect taste of beer. Richard uses the bag and tanks. C'est avec des poches en plastique. Beer fresh. The airtight bag prevents extra CO2 from getting into the beer, so it is preserved for a long time, and it keeps the taste as it should be. It's fast, it's easy, it's done, and it's as fresh as in the brewery. Ben voilà, c'est une des solutions de travailler. On voit ça beaucoup dans des brewpubs. Ça a aussi sur la fraîcheur de la bière, ça a des grands avantages. La bière va être transférée dans une sac stérile, donc une poche stérile. On va pousser en vide les cuves de service avec de l'air comprimé, donc avec les sacs stériles. Ça va pas mélanger avec du CO2. Donc pour la fraîcheur de la bière, c'est mieux. On peut garder la bière fraîche pendant 3 mois, quelque chose comme ça. On les voit souvent en version inox, 500 litres ou 1000 litres, mais on peut les avoir dans toutes les couleurs ou en cuivre. Et au niveau d'investissement, il faut compter que par exemple, une cuve de 500 litres est de 6 000 à 7 500 €, quoi. Ça dépend un peu. Important de savoir qu'il faut déjà de la bière saturée avant de remplir ces cuves. Donc, vous ne pouvez pas saturer votre bière là-dedans. Il faut envoyer de bière saturée là-dedans. Il y a un côté aussi très esthétique, hein, tu ne l'as pas évoqué, mais dans un brewpub, ça donne envie, quoi. Ouais. Oublions pas quand même qu'un le principal avantage comparatif d'un brewpub par rapport à un bar, c'est qu'on brasse sur place. Donc moi, je trouve toujours que c'est bien quand on le voit, quoi. Je trouve qu'il n'y a aucun intérêt à cacher les cuves quand on peut le faire, évidemment. Les montrer, c'est indispensable, quoi. Et là, c'est juste canon. Et on gagne en esthétique, on gagne en durée de vie de la bière, on gagne en qualité du produit. Certes, c'est un coût, mais là aussi, c'est un coût qu'il faut ramener à tous les avantages cachés derrière. Ouais, aussi, par exemple, on a des clients qui ont des bars. Ils ont une cuve de transport et ils installent leur cuve de service dans les bars et ils vont donc brasser dans leur brasserie, après les transporter pour remplir ces cuves dans leur bar. Et ça, c'est aussi assez intéressant. Aussi, pour les nettoyer, il ne faut pas utiliser de la soude ou autre chose pour nettoyer les cuves. C'est juste en jetant le sac que ça fonctionne, quoi. Ok, vas-y, on peut avancer, Mathias, si tu veux. Voilà, donc ça, c'est un autre point. Voilà, on a beaucoup parlé. Je pense que vous avez sûrement appris beaucoup de choses avec tout ce que Mathias a dit d'un point de vue très technique, mais en soi, on ne vous a rien appris en disant qu'on peut ouvrir un brewpub ou créer ou agrandir sa brasserie. Il y a d'autres choses qui sont peut-être moins évidentes. C'est on peut aussi tout simplement se développer en créant ou en développant une ou plusieurs nouvelles gammes. L'intérêt de ça, c'est qu'on peut ouvrir des nouveaux circuits de distribution. Par exemple, soit on fait du traditionnel et on veut s'ouvrir vers du craft, et ben, ça permet de le faire. Ou à l'inverse, on fait du craft et on se dit, tiens, j'irai bien en grande distrie sur des produits un petit peu plus mainstream. C'est un vrai mode de développement qu'il ne faut pas négliger. Voilà, simplement, il faut aussi faire attention de ne pas un peu perdre son âme, pas perdre ses clients historiques. Et puis, ça veut dire ouvrir des routes commerciales qui étaient inconnues jusqu'ici. Créer de nouveaux produits, ça peut aussi être faire un petit pas de côté par rapport à la bière et aller chercher de nouvelles cibles avec des nouveaux produits. Ça se fait de plus en plus depuis, c'est assez récent, depuis moins de 5 ans. Des brasseries qui font des softs, des brasseries qui font de la limonade, des brasseries qui font du kombucha, des brasseries qui font des spiritueux, par exemple. Là aussi, il faut faire attention à ne pas perdre ses clients historiques. Souvent, ça nécessite de créer une nouvelle marque. Donc, c'est ce que je disais dans mon long préambule. Ça veut dire qu'il faudra créer une nouvelle marque, une nouvelle image de marque. Mais en tout cas, c'est peut-être des projets de développement qui sont moins grandiloquents que de racheter du matériel, mais qui ont un réel intérêt
et peut-être aussi à moindre frais et surtout qui permettent d'ouvrir des chemins qui sont peut-être un petit peu moins empruntés que sur le produit bière, quoi. Mathias, je te laisse reprendre la main parce que je crois que tu voulais évoquer un mot aussi de la faisabilité technique avec le matériel brassicole d'aller sur ce type de nouveau produit-là. Bah ouais, il y a donc plusieurs des produits alternatifs ou qu'on peut faire. Nous constatons que nombreuses de brasseries ajoutent du whisky ou d'autres spiritueux à leur gamme de produits. Aussi beaucoup de nos clients et c'est assez récent, tout à fait. Et c'est assez logique parce que vous avez déjà tout le matériel à votre disposition. Une cuve d'empâtage et ou filtration suffit pour brasser. Il ne faut pas faire une ébullition parce que l'objectif de la production, c'est la production maximale des sucres fermentés cibles. Quand même, il faut être prudent avec l'utilisation par exemple, du maïs. Cela donne une gélatinisation différente, ce qui peut poser des problèmes pour le matériel. Donc, informez-vous toujours bien avant d'expérimenter avec du maïs ou certaines autres grains. Donc, bah voilà, comme dit, c'est assez simple. C'est donc faire un empâtage à une step ou en multi-step et après faire le refroidissement. Refroidissement classique avant qu'on passe au fermenteur où nous faisons la fermentation qui est un peu plus élevée en température que de la bière. Et la fermentation prend aussi autour de 2 à 6 jours. Donc, une fois que vous avez une bière à distiller, vous pouvez créer le spiritueux souhaité avec l'alambic. Nous, par contre, avec Coenco, nous ne fabriquons pas des alambics nous-mêmes. C'est pas notre métier. Je veux quand même aussi vous montrer, je vais pas vous montrer tout le vidéo parce que ça fait 2 heures, ces vidéos, mais donc il y a nos copains de B2Beer et Les Maltiers ont évoqué toute une masterclass sur la fabrication du whisky en tant qu'aide brasseur. Donc là, il approfondit tous les détails d'A à Z et c'est vraiment intéressant. Si vous êtes intéressé en faire des spiritueux, de regarder ça aussi. Voilà. Donc, une deuxième boisson que nombreuses brasseries ajoutent à leur portefeuille, c'est une boisson gazeuse comme des limonades, du cola. De nouveau, vous avez déjà tout le matériel à votre disposition. Une de nos cas, de nos clients, c'est la brasserie ou chez notre client en Martinique, la petite brasserie martiniquaise qui a créé une nouvelle marque de limonade. Donc, la bière s'appelait le BAM, ou s'appelle le BAM, hein, la bière artisanale de Martinique. Et maintenant, ils ont créé la balle. Donc, c'est assez... On voit que c'est quand même... on attend que c'est quand même du même producteur, quoi, le BAM et la balle. Donc, le processus de production, c'est le suivant. Chez eux, ils ont une salle de brassage de 2000 litres, donc avec une cuve d'empâtage ébu qui fait 4000 litres chez nous. Ils chauffent l'eau à 60 à 70 degrés et il ajoute du sucre et de l'acide citrique. Il effectue ensuite un refroidissement classique et transférant tout le contenu dans la cuve de fermentation. Ils laissent reposer la limonade pour la nuit et le lendemain, ils font une carbonatation forcée selon la même méthode que nous avons vue plus tôt, donc avec les petits flexibles, les deux sorties. Et dans quelques instants, dans quelques heures, le limonade ou le boisson gazeuse est saturé. Sachez que le degré de saturation de limonade est supérieur à celui de la bière.
6 à 7 grammes par litre, par exemple, et que votre cuve peut résister à une pression suffisante aussi. Donc, c'est un peu plus élevé, il faut faire attention à ça. Donc, informez-vous aussi bien chez votre fournisseur d'équipement si vous pouvez le faire. Et donc, après ça, on va faire le conditionnement classique en ISO. Et c'est un processus qui est très simple. Dans une journée ou dans 2 journées, vous avez 4000 litres de limonade que vous pouvez vendre. C'est pour ça que c'est vachement intéressant quand même, hein, la limonade. Tous les brasseurs qui le font regrettent pas. Hein. Ça va vite. Ça coûte pas de l'argent. Ça coûte quasiment rien. Ça se vend bien. C'est une vraie piste qui est peut-être pas une piste de développement fondamentale, mais comme petit business complémentaire, c'est une vraie bonne idée, moi je trouve. Ouais, et certainement parce que vous pouvez certainement utiliser donc quasi à 100% les mêmes matériels parce qu'on travaille pas avec des levures sauvages ou aussi donc la prochaine sujet que je vais vous parler c'est du kombucha. On voit aussi qu'il y a une grande croissance là-dessus. Théoriquement, il serait possible d'utiliser les mêmes matériels pour brasser votre starter de kombucha. Et donc, c'est que avoir de l'eau à température d'ébullition. On rajoute du sucre et du thé noir. On peut faire ça avec des sachets et on va faire le refroidissement vers une cuve de fermentation. Donc, jusqu'au là, ça peut se faire assez simple ou assez similaire comme faire de la bière. Mais après, pour le plus grand souci, c'est pour la fermentation, parce que là, on ne travaille pas avec des levures sèches ou des autres choses, on travaille avec du SCOBY. Et là, on voit que des fermenteurs séparés, ça devient intéressant. Et on voit aussi ou moi, en tout cas, c'est pas quelque chose que je vois beaucoup, qu'il y a une brasserie qui fait 50% de la bière et 50% de limonade au même niveau, quoi. Ou bien c'est une, ou bien c'est l'autre, peut-être avec une petite partie de kombucha à côté, mais pas à 100%. Aussi, de nouveau, pour ceux qui veulent savoir plus de la production parce qu'on n'a pas tout le temps pour en discuter ça ou pour rendre en détail de ça, qui veulent savoir comment vous pouvez produire en professionnel du kombucha. J'ai rajouté une vidéo de ça. C'est en anglais, mais si vous allez voir pour le ondertitelingen, donc je sais pas comment tu dis en français. Oui, il y a la trad. Il y a la trad. Ouais, il y a la traduction en français qui est pas mal. Donc, si vous voulez regarder ça, ça peut être c'est intéressant. En tout cas, moi j'ai appris beaucoup de ça. Après, je voulais juste revenir sur un sujet. Kombucha, limo, c'est très bien, mais c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Par contre, ça veut dire aussi venir se frotter à de nouveaux marchés, quoi. Le marché des softs, le commercial avec lequel vous avez l'habitude de dealer, qui s'occupe du rayon bière, c'est pas le même que celui des rayons limo. Donc là, on présente notamment la limonade. On a l'air de dire que c'est absolument fabuleux. Oui, mais il y a quand même du boulot ensuite pour aller la vendre parce que vous arrivez sur un terrain que vous connaissez moins. Ouais, c'est clair, c'est sûr. Et pour aussi peut-être partager un fois, parce qu'on reçoit, nous, beaucoup de demandes de certaines ou de plusieurs styles de produits, hein, de plusieurs produits. Toutes les questions qu'on reçoit, c'est tout à fait, c'est de la bière, mais aussi du kombucha, aussi du café kombucha. Donc, c'est remplacer le thé noir par du café. C'est aussi quelque chose qui devient de plus en plus intéressant aussi aux États-Unis. Du jus, c'est du kombucha ou thé vert et pas avec du sucre, mais avec du miel qu'on rajoute, du kéfir d'eau, du hard seltzer. Mais on voit que le hard seltzer, que ça diminue quand même. C'était ça a connu une explosion au début, mais maintenant j'ai l'impression que ça baisse. Ça cartonne aux États-Unis. Je sais pas en Belgique, Mathias, mais en France, pour l'instant, c'est
un échec pour beaucoup. Pourtant, c'est des très gros en général qui se sont lancés dans le hard seltzer et il y en a même certains qui ne les ont pas lancés. Parce que pour l'instant, c'est plutôt un échec commercial. C'est la vérité de 2022. Peut-être que ça cartonnera dans quelques années. Ouais, c'est ça. Et la bière du gingembre, c'est aussi quelque chose qu'on a déjà reçu plusieurs fois, du kvass, des choses comme ça. Je voulais pas en parler trop parce que c'est assez sensible. Ça vient d'une côté du monde du kvass. Donc voilà, non. Donc pour moi, ça c'est mon parti. De toute façon, voilà, on va terminer. On a commencé à 18h05, il est 19h06, Mathias, on n'a pas été trop mauvais. Tout ça sans répéter. Donc, juste pour terminer, dernier point pour un projet de développement, c'est aussi la croissance externe. Ça peut être acheter une brasserie ou s'associer avec une autre brasserie avec laquelle vous vous entendez bien. Il y a plein d'exemples aujourd'hui de brasseries connues. La brasserie Galibo, par exemple, qui est aujourd'hui une belle brasserie française. En fait, c'est l'association de deux petites brasseries. Voilà, c'est des éléments à réfléchir. Et puis, tout dernier point, se développer, ça peut aussi être se couper un bras, hein, stopper une partie de son activité qui ne fonctionne pas et qui vous ralentit, quoi. Et merci beaucoup en tout cas pour votre attention. Vous avez ici nos coordonnées à Mathias et à moi. Nous, maintenant, on va. Donc, je vous rappelle juste, peut-être pour ceux qui ne voudraient pas rester, on va peut-être reprendre un quart d'heure, peut-être max, pour les questions. Je vous rappelle qu'on va vous envoyer à tous ceux qui étaient inscrits notre présentation par mail. Elle sera aussi en ligne. Et puis, encore une fois, pour ceux auxquels on ne pourrait pas répondre aux questions, vos questions, on les garde et on vous y répond par mail, Mathias et moi, si on en est capable, évidemment. Demain, si on a le temps, mais en tout cas, dans la semaine, vous aurez une réponse sans problème. Voilà. Thomas, je ne sais pas les questions qu'il y aurait auxquelles on pourrait répondre, Mathias ou moi. Je n'ai pas encore regardé le chat. Alors, nous parlons de croissance, cependant, avec la conjoncture actuelle, l'inflation plus la raréfaction de l'eau, la filière économique brassicole n'est-elle pas en danger d'une certaine manière? Alors, c'est Yann qui pose cette question. Je ne veux pas être pessimiste, mais je fais part de mon inquiétude. Mais ouais, vous avez raison. Mais alors, si on ouvre cette question de savoir si la filière est en danger, je pense qu'on va tous rester ensemble jusqu'à 22 heures. Alors, moi, je vais vous donner, Mathias, tu donneras peut-être le tien après, ton avis. Moi, je pense que. Alors là, je vais vraiment parler pour la France. La France, dans les classements sur la consommation de bière par habitant, on est au fin fond des classements européens. Donc déjà, je pense qu'il y a un marché domestique en France encore à développer. J'ai suivi il y a quelque temps une conférence sur le développement de la bière en grande distribution, où il était indiqué que les rayons de bière, vous l'avez sûrement, on l'a tous remarqué, s'agrandissent, mais en fait, ils ne se cannibalisent pas entre eux. Ils s'agrandissent au détriment des rayons jus de fruits et des rayons vin. Ça veut dire tout simplement que la bière, en tout cas en grande distrie, elle vient rogner ailleurs, donc elle ne se cannibalise pas. Moi, je suis peut-être très optimiste, mais moi, je n'ai pas l'impression que la bière, qu'on va arriver à cette forme de saturation du marché. Par contre, ça veut dire, et ça c'est indéniable, que la bagarre pour faire sa place, elle va devenir de plus en plus dure. Ça veut dire deux choses pour moi, que un, il va falloir aller de plus en plus vers des produits qui sont irréprochables, et deux, il va falloir de plus en plus travailler son image de marque. Et ça, par contre, j'en suis assez convaincu. Mathias, je ne sais pas si peut-être tu es d'un avis totalement opposé. Non, c'est la qualité. Pour moi, c'est la qualité du produit qui va survivre, quoi. Si vous croyez bien que, pour moi, ouais, il faut croire à ce que vous faites et pas changer ça maintenant. C'est la qualité qui va survivre et les gens ils vont peut-être essayer des autres choses une fois, mais si vous pouvez toujours leur donner de la qualité stable qui est tout le temps le même, ça va rester, quoi. Ça sont les projets gagnants, quoi.
Et n'oubliez pas une chose, c'est que les études marketing le montrent en ce moment. Longtemps, la mode a été au bio, par exemple. Aujourd'hui, la mode, elle est moins au bio, elle est vraiment au local. Ouais. Et souvent, on fait une espèce d'amalgame entre le bio et le local. En réalité, c'est deux choses assez différentes. Ça veut dire que votre bière, en local, elle vaudra toujours plus, elle sera toujours mieux regardée que celle qui vient de 100 km ou 200 ou 300 km. Ça veut dire que le marché local, en ce moment, le marché qui est à 50 km autour de votre brasserie, ben, il vous est acquis, quoi. Et cette force du local, elle a rarement été aussi puissante, quoi. En Voilà. Belgique aussi, hein. Ouais. On le Oui, voit ça de me plus confirme. en plus, ça devient intéressant. Chez nous, on a un petit pays, hein, mais pour nous, 300 km de chez nous, c'est loin. Ouais. Mais on voit qu'avant que tout le monde euh, buvait du Duvel, hein, si on était aux côtés du mer, c'était parfois ou partout du Duvel qu'on a bu. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de petites brasseries locales avec le nom du maire du Nord et tout ça, qui devient sur la liste et les gens aiment bien, quoi. Et puis juste pour finir sur cette question, mais c'est vrai qu'elle est importante et tout le monde se la pose plus ou moins. Aujourd'hui, il y a énormément de brasseries qui se créent. Moi, et pourtant, Mathias, c'est pareil, on passe notre vie dans le monde de la bière. Je n'entends jamais parler quasiment de brasseries qui ferment. Nous, ça fait quasiment 10 ans du coup que je suis dans ce milieu. Je crois que j'ai dû entendre parler de peut-être 2, 3, maximum 5 brasseries qui ont fermé pour combien qui se sont créées, quoi. Ouais. Moi non plus, on dit ça déjà pendant, moi je travaille maintenant presque 6 ans pour Coenco. Depuis le début, ils ont dit, ben voilà, il y aura beaucoup de brasseries qui vont fermer, il y aura beaucoup du matériel d'occasion sur le marché grâce aux des brasseries qui vont en faillite. Le matériel qui vient sur le marché, on voit plutôt que c'est des gens qui passent à l'étape supérieure et qui vendent leur matériel, quoi. Donc, Alors, peut-être une autre question. Les intenables, qui sont des Alsaciens, si je ne dis pas de bêtises, est-ce qu'il faut nécessairement faire appel à une boîte de com pour développer son image? Alors, moi qui propose des conseils en com, je vais vous dire que c'est évident qu'il faut passer par une boîte de com. Non, plus sérieusement, pas du tout. Il faut juste que vous vous posiez la question, qu'est-ce qu'on est capable de faire tout seul aujourd'hui avec nos ressources en interne? Si vous êtes capable d'écrire un plan de com, que vous êtes capable de gérer vos réseaux sociaux tout seul et très bien, que vous êtes capable de gérer vous-même une campagne de presse pour la brasserie, d'avoir des idées un peu sexy, de vous faire un petit plan de développement événementiel pour la brasserie, que vous savez le faire bien et sans forcément recruter deux directeurs de la com qui vont vous coûter très cher. Franchement, non. Maintenant, si vous n'avez pas le temps de faire tout ça, que vous sentez que la com, c'est pas forcément votre cam ou ce sur quoi vous êtes le plus à l'aise, ou que vous êtes une personne ou deux personnes à la brasserie et je le sais que c'est souvent le cas, et que vous êtes déjà débordé par les éléments fondamentaux qui sont un, produire, deux, vendre, c'est quand même pas mal de faire appel à des gens pour vous donner un petit coup de main sur la com, quoi. ouais, chacune a ouais, sa capacité, hein. Moi, Voilà. ouais, on connaît tout bien ce qu'on peut faire et ouais. Donc je ne sais pas si Tom, il y a d'autres questions peut-être, mais il est Retour sur la limo. Alors il y a quelqu'un qui nous dit que la limonade doit être intéressante en vente directe pour proposer du soft et toucher une autre cible plus familiale. On fidélise en proposant de l'originalité et son propre produit. Ouais, c'est sûr que la limonade, ça ouvre en effet, c'est très juste, à une autre cible. Et en plus de ça, on donne plus de force encore à sa marque, quoi. Comme la brasserie en Martinique aussi, eux, après, c'était que après 2 ans qu'ils ont commencé avec la limonade, quoi. Donc, c'est quelque chose qu'ils font en plus. C'est Alors ensuite, on a quelqu'un qui nous dit où est-ce qu'on peut trouver des recettes de limonade professionnelles? Alors perso, j'ai pas l'info. Mathias, je sais pas. bah, Si tu- en fait, je sais pas. Moi, j'ai fait une fois, mais chez moi.
la limonade en professionnel, je sais pas trop, mais je crois que vous pouvez s'orienter vers, par exemple, IFBM ou des choses comme ça, des centres de formation. Eux, ils seront en tout cas en courant de ça, quoi. Alors, il y avait une autre question sur la limonade, Mathias, je pense que qui te concerne davantage que moi, c'était est-ce qu'il faut forcément passer en ISO pour faire de la limo? De ce que moi je sais, oui, j'ai pas encore vu des limonades avec une refermentation en bouteille. Ouais, moi non plus. Donc, c'est avec une saturation forcée que vous le faites. Et oui. Donc, je crois que oui. J'ai pas encore vu autre chose. Après, il y a d'autres éléments, mais j'ai mon collègue Adrien aussi qui est venu dans le jeu et qui a répondu à certaines questions en direct. De toute manière, voilà, on voulait que tout ça tienne à peu près jusque 19h. Il est déjà 19h16. Donc, encore une fois, Mathias, si ça te va, je te propose qu'on arrête là. Je le répète pour la 3e fois, pas d'inquiétude pour tous ceux qui ont posé des questions et qui souhaitent avoir une réponse. On vous y répond par mail. Donc voilà, merci encore à tout le monde d'avoir suivi tout ça, d'être resté. Le nombre de participants a quasiment pas bougé depuis le début, sauf là depuis 5 minutes. Donc c'est qu'on vous a peut-être un peu intéressé, c'est cool. Donc en tout cas, bonne chance à tous les brasseurs, toutes les brasseuses évidemment, qu'on n'oublie pas dans vos projets de création ou de développement. N'hésitez pas à nous passer un coup de fil à Mathias ou moi, même si c'est pour avoir des infos informelles, on vous les donnera avec plaisir. Et puis si vous avez des besoins plus précis, plus larges, vous nous faites un mail, on s'appelle et puis on réfléchit à des solutions le cas échéant. Voilà, merci encore Mathias, merci beaucoup. Merci à toi Olivier aussi. Merci et à Thomas, tout le monde qui était présent. Pour la technique. Et puis Mathias, si tu veux le mot de la fin. Merci beaucoup, non, merci à tous. Et s'il y a des choses, on a aussi le salon du DrinkTech la semaine prochaine. Je ne sais pas si c'est au Munich. Je ne sais pas s'il y aura quelqu'un qui sera présent là-bas. Sinon, on se voit à Nancy, quoi, à Salon du Brasseur. On a tous les deux. Toi comme moi. Bon, merci tout le monde, puis bonne soirée. Bonne soirée. Salut.